Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. Au menu de cette semaine, on va parler de la grande solidarité qui s'est mise en place à Bruxelles suite au séisme en Turquie et en Syrie, de la future transformation de la collecte des poubelles et aussi de l'application locale du projet Good Move. On en parlera donc avec deux invités bourgmestres qui nous rejoindront sur ce plateau dans quelques instants. Et puis pour décortiquer tout cela, à mes côtés, le journaliste Nicolas de Decker. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Journaliste au vif. Et puis nous aurons Sylvie Losberg, secrétaire générale Europe du Conseil international des femmes et qui nous éclairera de son regard militant. Bonjour Stéphanie. Merci à tous les deux. On va attaquer directement avec ce tremblement de terre qui a eu des répercussions jusque chez nous. La mobilisation, je vous le disais, a commencé très tôt. Plus de 20 000 morts étaient relevés vendredi dernier. Une mobilisation donc citoyenne qu'on a pu constater notamment à Saint-Josse. Reportage de Sabine Ringelheim, Béatrice Broutou et Corinne Debeul. Elle est venue ce matin pour déposer des dons et puis elle est restée pour aider les équipes dans les opérations de tri. Emel Sasmaz habite à Etterbeek, mais elle est originaire de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, où vit toujours une partie de sa famille. J'ai ma famille qui sont là-bas, qui sont restés pendant la nuit dans la voiture avec un petit bébé. Donc ils ne pouvaient même pas rentrer dans leur maison. J'ai pas su dormir toute la nuit, ça m'a fortement touchée. Je vais dire, toute la partie où j'ai vécu mon enfance n'est plus là, tout est détruit. Gaziantep, ville proche de la frontière syrienne et épicentre du séisme qui a bouleversé hier toute la région. Heureusement, sa famille a pu trouver un refuge en lieu sûr, mais les contacts restent difficiles. Il y a souvent un problème de réseau, ou alors ils ne répondent pas. Et au moment quand ils ont trouvé une place, maintenant ils s'occupent d'eux-mêmes. Et il y a des enfants, des bébés, donc voilà. C'est délicat. L'émotion est forte dans cette salle polyvalente de la rue du Mérinos, mise à disposition par la commune de Saint-Josse. Depuis l'ouverture, les offres de dons se succèdent. Une douzaine d'associations se sont mobilisées pour les réceptionner et les trier. C'est important puisque c'est humanité, donc c'est pour humain, donc on l'aide parce qu'eux ils souffrent. Tant qu'eux ils souffrent, que moi je ne serais pas vivre ici tranquille quoi. On est émus quoi. Et c'est triste ce qui est en plein hiver, donc il ne fait pas beau, il y a tout plein de neige, il fait froid, il pleut. Donc c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Ici, la solidarité continuera à se manifester dans les jours qui viennent. Voilà, alors Nicolas de Decker, on est dans une zone là qui est vraiment à la frontière entre la Turquie et la Syrie. C'est même pour partie une zone qui est contestée, Stéphanie. Les historiens, qui sont je pense nombreux parmi nos téléspectateurs, connaissent dans les années 30 la discussion autour de ce qu'on appelait le Sancak d'Alexandrette. C'est une petite zone qui est aujourd'hui turque, qui, suite à un plébiscite, je pense de 1939, a été rattachée à la Turquie. Mais que la Syrie conteste toujours. Donc si vous allez aujourd'hui dans des écoles primaires syriennes, les cartes de la Syrie qui sont affichées dans la classe incluent cette petite zone en bas, sous la Turquie, en fait une espèce d'appendice comme ça. Et c'est cette zone qui est la plus touchée. C'est aujourd'hui cette zone qui est la plus touchée. On ne le savait pas encore tout à fait lundi et mardi, au moment où on a fait ce reportage. On parlait de Gaziantep. En fait, il a fallu beaucoup de temps et il y a aujourd'hui beaucoup de colère dans ces zones, spécifiquement dans ce Sancak d'Alexandrette, dont la capitale est Antioche, le Hatay, parce que les gens là-bas, qui ne sont pas des gens sociologiquement qui sont proches du régime turc actuel, se sentent oubliés, se sont sentis délaissés. Ils ont l'impression que les autorités ont d'abord essayé d'aller sauver des gens dans d'autres villes, dans d'autres zones, qui sont elles aussi touchées, comme celle par exemple de Gaziantep. Et c'est la raison pour laquelle il y a de l'abattement, évidemment en Turquie gigantesque, mais il y a aussi beaucoup de colère. Il y a de la colère vis-à-vis des promoteurs immobiliers. On sait qu'il y a eu beaucoup de constructions qui ont été faites au mépris de toutes les normes sismiques. Il y a aussi beaucoup de colère politique vis-à-vis des autorités politiques, parce que dans certaines des zones qui sont touchées, et particulièrement celle qui est la plus touchée, le Hatay, la ville d'Antioche, mais on a l'impression d'avoir été oublié. Et évidemment, c'est hors de proportion comme drame. Vous avez dit que c'est plus de 21 000 morts. C'est un peu à échelle ce qui s'est passé à l'occasion des inondations en Wallonie, où les gens se sont sentis doublement délaissés. Ils se sont sentis délaissés par les autorités wallonnes qui n'en pouvaient plus. Et en effet, c'est difficile de gérer des drames aussi dramatiques et importants que ce tremblement de terre et les inondations, mais aussi on se sent délaissé parce qu'on se dit qu'on est dans la région qui est oubliée, la région qui est la moins prioritaire. Et c'est un peu ça qui se joue en ce moment en Turquie.
Alors ça, c'est le sentiment là-bas sur place. Et puis le sentiment ici à Bruxelles, Sylvie Losberg, on se réveille lundi matin, on entend ce séisme qui était très fort, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de morts, on ne le sait pas encore à ce moment-là. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? La première chose qui m'a vraiment marquée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, hein, parce qu'on est face à une fatalité, c'est quelque chose qui était peut-être prévisible, mais en tout cas, c'était inévitable, manifestement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et évidemment, on se reporte vers ce que la Belgique peut mettre en place pour aider. On pense évidemment aux équipes BIFAST, etc. Et on voit quand même que les compétences, on est reconnu, on a vraiment quelque chose à apporter. Et en même temps, il y a une réflexion à avoir sur, je dirais, le désengagement de la Belgique par rapport à tous ces services d'urgence qui n'interviennent que quand il y a un événement exceptionnel. Mais évidemment, quand l'événement exceptionnel survient et qu'on a démantelé les services, je pense, vous vous rappelez bien la nouvelle répartition pour les casernes de pompiers. Protection civile. Protection civile, exactement. Quand vous voyez les questions qui se sont posées par rapport aux inondations aussi, on n'avait pas le matériel. Et donc, le désengagement de l'État dans ces services d'urgence, c'est pas optionnel dans un pays comme le nôtre. Et je pense que là, on doit avoir une réflexion aujourd'hui, parce que on est encore opérationnel, mais jusqu'à quand, quoi. Voilà, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. On va faire réagir nos deux invités. Je vous propose d'accueillir Claire Van de Vivere et Emir Kir, qui sont responsables bourgmestres respectivement des communes de Gette et de Saint-Josse. Bonjour à tous les deux, merci de nous rejoindre. Emir Kir, dans votre commune, une grande communauté turque habite. Comment est-ce que ça s'est passé lundi ? Est-ce qu'il y a eu... comment s'est mis la mise en place de ces initiatives de solidarité ? Je crois qu'il y a eu d'abord le choc, comme pour tout le monde. Et puis ici, on est face à une véritable tragédie humaine. J'irai même plus loin. Je pense que c'est l'apocalypse. Parce qu'en fait, il s'agit de plus de 15 à 17 millions de personnes qui sont aujourd'hui sinistrées. On parle déjà de plus de 20 000 morts, mais on va être bien au-dessus de tout ça. Donc des millions de personnes vont être complètement sinistrées, sans abri. Et donc, je pense que lundi, ça a été le choc, une volonté, comme vous le disiez tout à l'heure, de vouloir aider. Et donc on a organisé tout de suite une réunion à la maison communale avec les associations. Et on a décidé de mettre en marche, évidemment, toute une série d'initiatives, collecte de dons pour le matériel indispensable dans l'urgence, mais également les dons financiers, et on a travaillé à ce moment avec les autorités, évidemment avec la Turquie, mais aussi avec les responsables syriens. On a invité les deux communautés, ce sont les deux communautés qui étaient autour de la table lundi soir. Alors, le profil sociologique des communes est très variable à Bruxelles. Claire Van de Vivere, à Gette, est-ce qu'il y a eu comme ça des demandes d'associations aussi ? Il y a eu des demandes de citoyens qui se sont mobilisés, qui ont frappé à la porte de la commune. Et donc, je voudrais d'abord ici m'associer aux familles, aux sinistrés. Et toutes nos pensées vont vers eux parce que c'est effectivement un véritable drame et nos pensées pour toutes ces familles endeuillées. Et donc, à Gette aussi, il y a eu une mobilisation, main dans la main avec des citoyens, où la commune tout de suite s'est portée... volontaire, à la fois au niveau logistique, pour trouver un lieu, pour pouvoir amener les vêtements, toutes les victuailles non périssables, les vêtements, des tentes, toutes ces premières denrées, tous ces premiers produits qui sont essentiels pour le moment, avec des équipes, il y aura les camions. Et donc, il y a cette mobilisation à la fois citoyenne de la commune, il faut s'en réjouir. Et donc, nous allons travailler aussi en lien avec le réseau qui s'organise en Belgique, et notamment sur le plateau du Hezel, le Palais 11 aussi, qui regroupe toutes ces victuailles, enfin tous ces produits. Et donc, nous travaillons main dans la main avec à la fois les habitants et aussi les autorités à la fois bruxelloises et puis fédérales. Donc, plateau du Hezel, le palais a ouvert mardi. Oui. Là, Nicolas de Decker. Est-ce qu'il y a une concurrence qui s'installe entre certaines initiatives? Est-ce que vous intégrez dans cette centralisation? On a beaucoup parlé à l'époque de la crise sanitaire de la nécessité d'avoir une unité de commandement. Est-ce qu'il n'y a pas ici des concurrences contre-productives qui s'organisent? Je n'ai pas ce sentiment-là.
Oui, donc personnellement, ici à Jette, on peut considérer que c'est une antenne. Et donc c'est plus facile pour les Jettois de venir déposer leurs vêtements chauds, leurs tentes et ses premières nécessités à Jette. Et comme j'expliquais, on a une logistique ici avec la commune, avec notre administration, pour aller porter ça. On pense au plateau du Hesel, au Palais 11. Vous, ça ne se passe pas comme ça. Alors. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lundi, très vite, évidemment, quand les chiffres sont tombés, quand on a commencé à voir les premières images, les premières vidéos, il y avait une volonté de trouver des solutions, et financières, dont matérielles. Et donc, ce qu'on a fait, c'était d'avoir l'information. Donc, on a pris les contacts auprès, notamment, de l'ambassade de Turquie pour connaître les besoins du Croissant Rouge, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge en Belgique. Et on a eu une liste de 15 types de dons matériels dont ils avaient besoin, aussi les numéros de compte des organismes humanitaires dans le pays. Mais on avait aussi déjà des initiatives locales d'associations, par exemple Bizinfo, il y avait Tosed, qui est les businessmen turcs de Belgique, ou alors le Crossing de Schaerbeek avec son président Erdal Sevik, qui a aussi ouvert un compte. Et donc, ce qu'on a fait, c'est surtout ensemble faire un travail pédagogique pour connaître le type de dons matériels qu'on peut faire, et aussi les numéros de compte financiers. Et donc après, une des demandes était d'ouvrir un centre de collecte. Nous l'avons fait. Vous savez, on l'avait aussi fait, on avait aussi aidé à Liège. On était parti avec nos travailleurs. Moi, je pense que sur les questions d'urgence, je rejoins ce qui a été dit. Je crois qu'il faut partir du terrain et puis il faut faire ce qu'on peut faire. Mais vous n'êtes pas alors intégré à l'initiative régionale centralisée? Alors, je pense qu'une initiative régionale, voire nationale, est toujours la bienvenue. Je pense que ce qui se passe actuellement en Turquie, au nord, au sud-est de la Turquie, au nord de la Syrie, mériterait, je pense, non seulement une initiative au niveau fédéral, mais même au niveau européen, parce que la situation est, je pense, on n'a pas encore suffisamment intégré ce qui s'est passé là-bas, je pense. Je pense que la situation est vraiment dramatique. Oui, ce que je pourrais rajouter, c'est que nous avons aussi des Jettois qui ont des contacts avec les populations sur le terrain et qui nous disent que c'est aussi de l'argent qu'on a besoin maintenant et qu'on aura besoin demain. Donc, les dons matériels, c'est bien, mais le message qu'il faut aussi lancer, c'est qu'il faut aussi donner de l'argent. Alors, ça peut être les associations, les grandes associations qu'on connaît, telles la Croix-Rouge, mais il y a aussi des petites associations de terrain qui sont en contact direct, qui font déjà du travail de terrain là-bas et qui ont leurs comptes qui sont là et qui sont crédibles. Et donc, c'est vraiment une constellation d'aide qui est en route et il faut s'en réjouir. Moi, je voudrais ajouter une chose pour avoir été là-bas quand j'étais avec un groupe parlementaire. J'ai été visiter le centre de réfugiés à Nizip, qui est à 110 km de Gaziantep, qui est l'épicentre de tremblements de terre. Je voudrais dire que cette partie de la Turquie a accueilli beaucoup de réfugiés syriens et elle a fait beaucoup d'efforts par rapport à ce conflit en Syrie. Et elle l'a fait pour la Turquie, elle l'a fait pour l'Europe aussi. Et je trouve que ce serait bien aujourd'hui, pour ceux qui ont été très solidaires avec les réfugiés, d'avoir un retour, à un moment donné, des autorités. C'est pour ça que j'ai lancé un appel lundi. Je pense qu'après ces initiatives citoyennes, ce serait bien que les communes, les provinces, les régions de l'ensemble de l'Europe puissent aussi apporter une aide matérielle. Bifast est là-bas maintenant pour créer un hôpital de fortune. Je pense que les communes, les CPS devraient aussi monter au front pour faire des investissements, notamment sur le plan sanitaire. Nicolas Dedecker. Je ne sais pas si Sylvie a quelque chose à dire, mais j'ai quand même une question alors plutôt à poser alors au député fédéral. On parle beaucoup, et c'est normal, dans l'urgence de ce qu'on va envoyer là-bas, des biens et éventuellement des gens, de l'argent, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus quelque chose à faire pour accueillir des gens de là-bas ici? Il y a beaucoup de gens qui ont de la famille dans ces zones, dont les habitations sont sinistrées. Est-ce qu'on va continuer à demander des visas de manière aussi parfois fastidieuse pour les gens qui sont sinistrés, qui auraient de la famille ici? Alors, il y a déjà des gens qui se proposent vers nous, qui ont été au centre pour dire qu'ils étaient prêts à adopter des petits-enfants s'il y a des bébés qui se retrouvent sans parents. Même pour un séjour temporaire, ici, on sait que par rapport à la Turquie qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est parfois fastidieux d'obtenir on a ce type de demande. On a aussi des demandes de gens qui sont des policiers, des médecins, des enseignants pour aller aider, des ingénieurs ou des gens qui travaillent dans la démolition-construction pour aller aider à la construction. Mais je pense que aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est sauver des vies, c'est ce que fait ce fonds. Je me suis mal exprimé. Alors, dans l'autre sens, c'est-à-dire des personnes turques ou syriennes qui auraient des membres de leur famille ici en Belgique, dont on se dirait, ici cette semaine, ils sont dans le froid, ils n'ont plus rien, ils peuvent venir immédiatement, on leur ouvre les frontières de la Belgique. Alors, objectivement, je crois que aujourd'hui, les routes, elles sont complètement abîmées, les aéroports ne sont pas praticables. Et donc, quand il s'agit de plus de 15 millions de personnes qui sont sinistrées, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Ce que j'entends parfois
pas mal de remarques sur la manière dont il faut faire les choses, mais ici, on est devant une situation qui est absolument infernale. Donc, avant de pouvoir mettre en place des choses, il faudrait d'abord sauver les vies, rendre les canaux de communication praticables. Par exemple, les GSM n'ont pas fonctionné le lundi. Les agences de voyage, tout le lundi, ont été assaillies. Les billets d'avion ont été annulés. Et il a fallu aussi le lundi un autre problème, c'est que l'aéroport d'Istanbul était impraticable à cause des conditions météorologiques. Et c'est vrai que ce tremblement de terre arrive en plein hiver, à 4 heures du matin, la nuit. C'est probablement le tremblement de terre le plus féroce qu'on ait eu probablement de l'histoire de l'humanité, peut-être. Et je pèse mes mots, mais je ne pense pas que dans l'histoire de l'humanité, on ait eu autant de dégâts matériels et humains dans une zone aussi dense et dont on ne connaît pas encore les effets, puisqu'on est encore qu'au 4e, 5e jour, quoi. Sylvie Losberg. Oui, mais je ne pense pas que c'est ou ceci ou cela. Il y a bien sûr une question de temporalité, mais la question de l'accueil des personnes de manière urgente et sans tracas administratif dans notre pays où nous avons beaucoup de concitoyens, des personnes qui sont sinistrées, ça me semble une vraie question à poser à la secrétaire d'État, hein, surtout aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas une question secondaire et je ne crois pas non plus que c'est une question qu'il faut poser après. Je crois que c'est le bon moment pour la poser parce que ça va venir assez rapidement sur la table. D'accord. Bien, on va passer au sujet suivant dans une transition totalement impossible, je le reconnais. C'est celle des poubelles, de la collecte des immondices en région bruxelloise. On sait qu'il va y avoir une réforme qui est en préparation et qui verra ses premiers effets au mois de mai. En résumé, en gros, on sera obligé d'avoir un sac orange en plus du sac blanc et du sac bleu. Et la collecte ne se fera plus qu'une fois par semaine au lieu de 2 pour les sacs blancs dans certaines communes. Alors, pour faire passer cette transformation-là, la région bruxelloise a notamment lancé un petit concours. On va écouter le spot du Brussels Orange Challenge, donc qui vendent ses poubelles oranges. Aujourd'hui, nous avons réuni 3 Bruxellois passionnés de cuisine. Mimi au Pays des Délices, Carlo de Pascal et Albert Verdeyen. Quels plats vont-ils pouvoir nous concocter ? Bonjour à tous. Welcome. Et à toutes. Welcome. On a quelques légumes de saison, les amis. Donc de l'ail, du persil, des oranges. On va faire un condiment. Je sens bien la petite grémolata. Et nous lançons le défi du Brussels Orange Challenge. C'est très facile. Vous prenez 3 voisins, 3 amis ou 3 membres de votre famille et vous recevez chez vous le bac orange et vous commencez à trier vos déchets alimentaires. Voilà, le spot en résumé, il y aura une équipe gagnante par commune. Claire Van de Vivereux, ça commence à jeter au mois de mai. Oui, comment est-ce qu'on absolument. accueille cette réforme ? On l'accueille en retroussant ses manches et en travaillant avec la région et en faisant remonter toute une série de préoccupations par rapport à ce challenge. Il fallait faire quelque chose, hein. Il faut reconnaître que les collectes de nos jours engendrent la saleté avec des sacs qui traînaient toute une journée. Et puis après, quand les sacs étaient ramassés, après, il y a toujours aussi de la saleté. Il fallait faire quelque chose. Et de toute façon, pour ce qui est du tri des déchets organiques, c'était une obligation européenne à partir de 2024. Et la pollution, elle est là. Donc, il fallait avancer. Ce que nous disons par rapport à cette réforme, c'est plusieurs choses. On a maintenant les sacs blancs qui vont être repris qu'une seule fois par semaine. Fort bien, nous demandons que ces sacs blancs soient repris en même temps que les autres pour simplifier la vie des citoyens. Le créneau horaire 6h30 à 8, c'est un peu court pour les citoyens. Une fois semaine, 1h30 pour déposer son sac. Donc là, on demande aussi qu'il y ait réflexion. Et alors, s'il vous plaît, encore ce matin, j'ai eu un camion poubelle dans ma rue. Il fait un boucan dingue. Donc, les camions qui ramassent les sacs blancs la nuit ou jusqu'à 10h du soir, il faut mettre de l'huile dans ces camions. Il faut qu'ils fassent moins de bruit pour la tranquillité. Mais c'est bien, il y aura moins d'embouteillage. Ça, c'est une bonne chose. Pour le tri des déchets, il faut de la sensibilisation, il faut vraiment expliquer comment ça fonctionne. Aussi, encourager à avoir une compostière quand on le peut chez soi. Il y a aussi les composts collectifs. Donc, il y a toute cette question de sensibilisation qui est très importante, que nous faisons un jet, mais nous demandons aussi à la région de le faire parce que c'est vraiment important. Ouais, Sylvie Losberg, comme citoyenne lambda, vous êtes prête à passer à la poubelle orange ? J'ai été obligée. J'ai reçu un courrier comminatoire, donc j'habite à Forêt. À partir de maintenant, j'ai reçu un sac et si vous ne le faites pas, vous aurez des amendes. Donc je me suis dit,
on va faire des amendes comme ça directement. Je n'étais pas au courant. Enfin, où est-ce qu'on habite? Voilà. Si on habite un grand immeuble, il y a des poubelles communes, comment est-ce qu'on fait? Si on habite un petit appartement, qu'est-ce qu'on fait avec ce sac pendant une semaine qui sent mauvais? Si on est une personne âgée, comment... Enfin, moi, je ne comprends pas cette manière de faire. Je trouve que c'est important de trier les déchets, même si je suis un peu sceptique parfois sur vraiment la gestion réelle des déchets en bout de course. N'empêche, faisons-le, mais aidons les personnes et ne les mettons pas dans l'embarras. Et en plus, commencez par vous dire vous avez payé une amende si à telle date vous ne le faites pas. Je trouve que c'est vraiment infantiliser les gens. Alors que je crois que les personnes sont plutôt ouvertes à ces changements, mais il faut aider, il faut accompagner. Il ne faut pas en plus que les gens... Enfin, d'abord, c'est contraignant. Et en plus, on vous sanctionne. Franchement, ce n'est pas le bon message. Et alors, je voudrais quand même dire que le profil des personnes qui promotionnent, je suis quand même un peu sceptique. Voilà. Ce n'est pas des hommes qui font les déchets alimentaires dans la cuisine et qui les mettent dans le sac orange, en général. Mais bon. Émir Khir, votre commune est très dense. Alors, moi, je crois qu'il faut séparer le sujet entre... Il y a la propreté, c'est un sujet capital pour notre capitale, pour nos communes. La question du tri, la valorisation des déchets, et puis il y a la question des collectes des déchets. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger. Ici, en fait, on met le sac orange, on fait c'est beau, etc. Non. D'abord, sur le sac orange, moi, je rejoins ce qui a été dit ici. Vous savez, à Paris, il y a très peu de tri. Il y a très peu de place dans les logements, on ne fait pas le tri, on va à l'essentiel. Ici, dans la commune dont je suis le bourgmestre, c'est le cas de communes populaires, il faut arrêter, quoi. Il n'y a pas de place, quoi. Et si vous demandez aux gens de garder le sac poubelle pendant une semaine, mais ça va être l'horreur chez eux. Donc, j'invite vraiment M. Marron et toute son équipe à réfléchir. La deuxième chose, pourquoi changer les jours de collecte? Vous savez, la collecte, c'est compliqué. Quand on prend des habitudes, ça prend du temps. Maintenant, ils veulent faire une réforme, changer le jour de collecte. Je trouve ça vraiment très, très dur pour ceux qui ont pris les bonnes habitudes. Et troisièmement, dans ma commune, j'ai vu des plans qui sont un peu, pour le moment, qui vont se mettre en œuvre à partir du 15 mai, mais j'ai vu que j'ai plein de voiries où on va faire des collectes nocturnes. Alors, je voudrais dire à nos amis de la région, déjà, on a les vols aériens, dont on en a un peu assez. Moi, je ne vais pas avoir des camions dans mes rues la nuit, quoi. Il faut arrêter. Alors, moi, je ne sais pas si le but de certains à la région, ce n'est pas d'ennuyer les habitants. Parce que, good move, je ne vois pas où le move est bon, et maintenant, je vois arriver des camions la nuit. Est-ce qu'on est sérieux? La nuit, c'est de quelle heure à quelle heure? Toute la nuit, on veut faire des collectes la nuit. Donc, on veut faire des collectes dans toute une série de quartiers, dans toute une série de voiries, en région bruxelloise. Mais c'est inimaginable, quoi. Est-ce que vous imaginez ces camions? On parle souvent... Claire parle souvent des plaquettes de frein qui ne sont pas toujours bien annulées, mais est-ce que vous imaginez les camions aux poubelles passer la nuit chez vous? J'invite vraiment les autorités régionales à revoir leurs cartons et surtout à aider les habitants, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut accompagner les gens. Les Bruxellois trient déjà super bien et c'est important de trier, mais il faut arrêter un moment. Ouais. Il faut revoir le plan, Claire Van de Wevereux? Alors, par rapport à sensibiliser, je suis tout à fait d'accord. Il faut d'abord sensibiliser, il faut accompagner. Et la répression, le contrôle sera inévitable à la longue, sinon on ne va pas y arriver. Mais cette phase de sensibilisation, d'accompagnement, elle va être essentielle pendant des semaines, pendant des mois. Et sur la collecte de nuit? Alors, la collecte de nuit, à 3 h du matin, avoir un camion... Non, ça c'est comme ça a été dit, ça c'est no way. Donc, il faut voir quand est-ce que ces camions... Alors, s'ils arrivent jusqu'à 22 h, qu'ils partent à 20 h du centre et qu'ils reviennent à 22 h, il y en a quand même qui dorment à 9 h. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment travailler sur ces camions qui font un bruit monstrueux pour le moment. Donc, effectivement, on a le survol des avions. Le bruit devient vraiment une problématique dans Bruxelles. Et donc, il ne faut pas en rajouter une couche maintenant. Donc, c'est vraiment un point d'attention, le bruit des camions. Moi, d'abord, j'ai la réponse à cette thématique de l'infantilisation, c'est que je n'ouvre jamais les courriers que quand ce sont des recommandés. D'accord. Voilà, petit tuyau. Sur ce débat-là, moi, ce qui me perturbe, j'allais dire intellectuellement, mais c'est peut-être exagéré compte tenu de qui je suis, mais c'est que la charge de la vertu est posée sur le citoyen. C'est la personne qui est chargée elle-même d'acquérir les bonnes habitudes, d'adopter les bons comportements, alors d'abord en étant accompagné, puis éventuellement en étant sanctionné. Et je pense en effet que c'est bien que les gens deviennent vertueux, très bien, j'ai pas de problème là-dessus. En revanche, j'ai l'impression que ça sert souvent, parfois, mais aussi souvent, à ce que collectivement, la société, les autorités se dédouanent de leurs responsabilités. Moi, je n'ai pas envie qu'il y ait moins de collecte à Bruxelles. Je pense qu'aujourd'hui, a fortiori d'ailleurs, quand on parle d'emploi non délocalisables, qu'y a-t-il comme emploi plus local
que celui des boueurs. Et ça a un coût. Ça a un coût, mais je pense que la responsabilité sociale qui est la nôtre, mais qui est aussi celle des autorités publiques, c'est de se dire, ce coût-là, nous allons le supporter de façon à renforcer le confort des citoyens, et des citoyens bruxellois en particulier. C'est évidemment très difficile, et évidemment, je pense qu'il faut trier ces déchets, y compris les organiques, mais la responsabilité principale, primordiale, ça doit être celle des autorités. Et donc, pas moins des boueurs et plus de comportements vertueux, mais davantage des boueurs et davantage de comportements vertueux individuels. Je pense que les deux sont liés. Au-delà du ramassage des poubelles, il y a un projet régional d'amélioration finalement de la propreté en collaboration avec les communes. Est-ce que c'est quelque chose qui avance? Vous êtes confiant par rapport à ça, Emir Kir? Moi, je pense qu'on mélange tout. Je pense que la question de la propreté est réelle. Je pense qu'aujourd'hui, la région bruxelloise rencontre de grosses difficultés à beaucoup d'endroits parce qu'elle est en haut. Je pense que le problème, c'est qu'elle n'est pas dans la proximité. Je pense que les communes doivent jouer ce rôle et la région devrait aider davantage les communes à atteindre cet objectif. Si je peux revenir un instant sur la question des collectes des déchets, la motivation de la région à faire des collectes la nuit, c'est de dire le matin ou en fin de journée, il y a beaucoup de trafic. J'ai envie de leur dire ceci, arrêtez Good Move. Arrêtez-le. Si vous arrêtez Good Move, vous arrêtez de fermer les rues, les camions vont pouvoir passer. Mais quand vous faites des sens uniques un peu partout, les camions n'arrivent plus à passer. Donc en réalité, on rend plus fluide la ville. La ville n'est plus fluide comme elle l'était avant. Et évidemment, on se retrouve de plus en plus avec des trafics qui sont impossibles. Et on vient avec des idées de faire passer les camions la nuit. Je pense vraiment que la région devrait être beaucoup plus prudente par rapport à cette idée d'abîmer la qualité de vie, parce que finalement, c'est le sommeil des gens dont on parle. On nous fait des plans sur le bruit, et puis on nous annonce qu'on va avoir des collectes de déchets la nuit, et je trouve ça un peu particulier. Et sur la collaboration avec la région pour la propreté publique globale, est-ce que ça se met en place? Oui, c'est-à-dire qu'un plan est initié actuellement par le ministre. Je pense que les discussions se font, mais on n'est pas entendu. On a remis un avis sur la collecte des déchets. On n'a pas été entendu. On n'a pas été entendu, puisque j'apprends aujourd'hui qu'à partir du 15 mai, on aura des collectes de déchets la nuit. Claire Van de Vivereux, sur cette stratégie régionale en collaboration avec les communes? Il faut reconnaître, et nos services ont été associés, qu'il y a eu un processus participatif de consultation. Après, la région prend ses responsabilités et c'est là que nous, évidemment, on met le doigt sur certains points d'attention et donc on sera très attentif lors de la réalisation et de l'évaluation de ces premières étapes, puisque ce ne sont pas d'abord toutes les communes. Tout ça se fera par étapes. Ce qui est sûr, et ça a été dit, c'est que la commune est le pouvoir de proximité. Et donc, on se retrouve à Bruxelles avec des voiries régionales, des voiries communales, avec cette volonté de collaborer. Mais depuis 10-15 ans, j'étais il y a 15 ans et je filme de la propreté, donc ce n'est pas du tout nouveau. Et il n'y a rien à faire. Ce qui reste, c'est que les citoyens, ils viennent frapper à notre porte. C'est que les dépôts clandestins, nous sommes la commune beaucoup plus réactifs que la région. Et donc, il y a cette espèce d'énergie perdue pour nous par rapport à la propreté que l'on veut dans toutes nos rues, qu'elles soient voiries régionales et voiries communales. Donc tout ce qui peut permettre à la région de plus collaborer, d'être plus réactive sur le terrain dans nos communes, je signe des deux mains. Alors, on va enchaîner directement avec le plan Good Move, dont je vous parlais en début d'émission, puisqu'on l'a évoqué finalement en lien avec ces camions de poubelles. Il y a des endroits où on a lancé des quartiers apaisés dans la philosophie de Good Move et où ça a été maintenu, des endroits où ça a été suspendu ou annulé. C'est le cas notamment dans le quartier Le Charlier, à Jette. Vous avez mené une enquête parce qu'en fait, ce qui se posait souvent comme question, c'était les gens disaient on n'a pas été assez consultés ou on n'a pas été bien consultés. À Jette, vous avez lancé une enquête, vous avez les résultats. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? C'est que majoritairement, les gens sont contre. Donc, je vais peut-être revenir sur le début de ce processus. C'est qu'on devait rénover une grande avenue, l'avenue Le Charlier, où passe un bus. Et donc, il était question de mettre une partie en sens unique pour diminuer le trafic de transit. Et donc, on a voulu faire une étude globale de l'ensemble du quartier, avec un bureau très orienté Good Move, en période Covid principalement, donc effectivement avec très peu de gens, 20-30 personnes, qui ont donné leur avis, donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais au résultat final, c'était des filtres, des sens uniques, et encore version soft par rapport à ce que proposait le bureau d'études. Donc on pêche par
manque de co-construction pour les raisons que je vous ai données. Et puis, la conception, c'est vrai, c'est des sens uniques, c'est des filtres. Or, Good Move, ce n'est pas que ça. Donc, on a mis en œuvre, on a commencé le test en septembre. Les gens, très vite, ils sont pris par surprise. Donc, l'information, elle était là, elle était dans Jet Info, mais pas assez visiblement. Un peu d'impréparation, donc il faut prendre sur nous aussi. La signalisation, pas évidente. Et donc, les gens se sont retrouvés dans un quartier avec... en nous disant, on n'a rien demandé, oui, il y a un peu de transit, mais ce n'était pas catastrophique, on ne nous a rien demandé, on nous impose quelque chose, vous nous enfermez maintenant dans une cellule, on était dans une prison, on est maintenant dans une cellule, on devient un propre nafteur dans son quartier, et puis aussi on oppose toute une série de gens entre ceux qui prennent le vélo, ceux qui prennent la voiture. Or, moi, je suis toujours à vélo à Jette, mais j'ai aussi une voiture. Donc, on s'oppose soi-même, finalement. C'est le constat qu'on a déjà posé. Maintenant, on est l'étape après. Alors, donc c'est clivage. Il y avait, non, mais c'est important de dire qu'il y avait aussi le clivage entre un quartier où il y a un petit peu moins de trafic, mais on oppose les voiries qui s'appellent les habitants. Moi, je suis dans une voirie poubelle, puisque les voitures, évidemment, elles contournent le quartier. Et puis, l'opposition entre la personne âgée, PMR, qui a des difficultés pour se parquer, pour se déplacer, et ceux qui savent facilement prendre le vélo. Et je ne vous parle pas des commerçants qui sont venus pleurer à mon bureau parce que leur chiffre d'affaires était en diminution. Donc, ce que nous avons fait, très vite, j'ai dit, je ne vais pas, juste après 2 semaines, lever les filtres. On va prendre le temps de voir comment les habitants, puisque a priori on fait ça pour eux, pour apaiser un quartier, comment les habitants se sentent et trouvent leur marque, trouvent leur sortie, leur entrée, comment ils se sentent dans le quartier. Donc on a laissé les filtres pendant 2 mois et demi et on a annoncé une évaluation. Donc on en est à cette évaluation où on a posé des questions globales sur l'appréciation globale par rapport à ce qu'on a mis en place, sur l'appréciation concernant les sens uniques et les filtres qu'on avait mis, et singulièrement du côté du Square Amnesty International qui a un petit peu catalysé les mécontentements ou les manifestations pro Good Move. Et puis on a aussi demandé l'avis sur les étapes qui étaient censées venir après, encore 2 sens uniques. Et là, on a pris le temps, et je salue vraiment le travail sérieux des services par rapport à ce questionnaire que l'on a adressé à plus de 7 000, à quasiment 8 000 habitants. Dans les boîtes aux lettres de tout le quartier, adressé nominativement à 8 000 habitants, avec des habitants à partir de 16 ans. Les voiries limitrophes aussi, à tous les commerçants, plus de 1000 courriers aux commerçants et aux usagers aussi de nos écoles dans le quartier. On a récolté plus de 1200 réponses habitants, une 60aine de réponses des commerces et à peu près 150 parents, élèves, professeurs. Donc on a laissé le temps au service d'analyser ça et les résultats ont été présentés au collège ce mardi. Et donc les résultats, comme je vous le dis, c'est à plus de 75% contre le projet dans son entièreté. Et alors pour les pour et contre sur les dispositifs plus spécifiques que l'on avait mis en œuvre et qu'on comptait mettre en œuvre à la suite, les proportions sont quasiment les mêmes. Comment on sait qui a répondu à ça? Est-ce que ce n'est pas uniquement les mécontents? Moi, je vois bien, quand on reçoit des courriers de spectateurs, c'est généralement les gens qui disent « Ah, ça, j'ai pas aimé », plutôt que ceux qui sont très contents. Hein. Alors, je peux vous dire que dans cette période, toute la période test, j'ai eu autant d'emails peut-être un petit peu moins, de pro Good Move qui me disaient bien tenez, que de gens qui étaient contre. Donc, les 2 camps, entre guillemets, et c'est triste parce que ça venait à ça, à la formation de 2 camps, se sont fort mobilisés, les 2. Il y a eu Square Amnesty, une mobilisation contre le projet, mais il y a eu une mobilisation pour. Mais ici, donc, 75%, c'est représentatif? Alors, c'est statistiquement très, très représentatif. On a constaté que les premiers résultats après les premiers jours, c'était de cette proportion-là. Et au fur et à mesure que le temps avançait, cette proportion est restée inchangée. Donc, on a un secrétaire communal qui a été prof de statistique. Et donc, très clairement, il nous disait, on peut continuer, on peut essayer de frapper encore aux portes et tout. Cette proportion-là, elle est statistiquement tout à fait crédible. On peut même se dire, allez, donc quand on fait un échantillon, même quand on fait un échantillon national, alors ce sont des échantillonnages, on est à peu près à 1000 personnes. Donc ici, on est à plus de 16%. Donc la statistique, elle est là, elle est crédible, même avec une marge de manœuvre de 2-3%.
Et donc on peut se dire qu'il y a une majorité vraiment qui s'oppose, avec 2-3% de marge de manœuvre, d'erreur éventuellement. Donc oui, ces résultats, et ceux qui sont évidemment pour les filtres s'attachent peut-être à vouloir discréditer l'enquête, mais ces résultats sont probants. Donc, on ne remet pas en place ? Alors, à ce stade, on ne remet pas en place. Maintenant, on est évidemment interrogé par les journalistes et la suite. Donc, moi, je respecte le collège. Donc, ici, on a eu les premiers résultats. Maintenant, il faut le temps de se poser pour voir ce que l'on va faire, mais pas nous seuls dans notre bureau au collège, mais avec les citoyens. Parce qu'il y a des choses à faire, notamment réaménager cette avenue Le Charlier. Ça fait des années. Le Square Amnesty, il doit être revu, mais on ne le fera pas tout seul dans nos bureaux. On en reparlera. Émerkir, est-ce qu'il y a des quartiers apaisés en vue chez vous ? Alors, moi d'abord, je voudrais dire que j'ai été critique par rapport au Good Move au moment de sa présentation par la région, il y a déjà 4 ans, parce que je pense que le Good Move est orienté dans une direction et ne répond pas aux attentes des communes et des habitants. Je vais vous citer quelques exemples. Moi, je suis pour un fédéralisme de coopération. Je ne pense pas que les Wallons et les Flamands sont des problèmes. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir de parking de délestage actuellement. Arrêtons de les stigmatiser. Créons ces parkings à l'extérieur de la ville. Ça, c'est 1. 2, les habitants demandent depuis des années dans ma commune d'avoir des places de parking souterrains pour améliorer la qualité de vie. On n'a aucun subside, on n'est jamais entendu par la région. Voilà 2 situations. Est-ce qu'on peut parler de ça ? On peut parler pour trouver des solutions concrètes. 3, je ne comprends pas qu'on fasse un choix, une orientation politique de mobilité et qu'on mette de côté les autres formes de mobilité. Pendant le Covid, on a installé des pistes cyclables sans permis d'urbanisme. On a fait ça dans cette région. Et vous savez, la voiture, elle est encore essentielle pour nos indépendants, pour nos ambulanciers, pour nos pompiers, pour nos policiers. Aujourd'hui, on se retrouve dans une ville, finalement, qui est de plus en plus divisée. On est au bord de l'affrontement dans les quartiers. Et on en a eu des affrontements entre les uns et les autres. Et je tiens aussi à dire que le modèle de GET est un très bon modèle, parce que faire des visioconférences à 15-20 et faire croire que c'est ça la participation, la démocratie, c'est une honte. C'est une honte. Faire des projets en août, quand les gens sont en vacances, c'est inadmissible. Hein. C'est ce qui s'est passé dans cette ville. Et c'est pour ça qu'il y a eu des réactions vives. Et après, tout le temps nous faire croire que ce qu'ils pensent est bon pour nous, c'est indécent, quoi. C'est pas, je dirais, la mentalité bruxelloise. La mentalité bruxelloise a toujours été une mentalité de rassemblement, d'essayer de faire coexister des points de vue qui sont différents. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'imposer, coûte que coûte, un certain point de vue. Je voudrais dire un mot aussi sur la voiture. La voiture est un élément indispensable. Cette industrie, l'automobile, est indispensable pour notre économie. C'est aussi beaucoup d'assises pour l'État fédéral. C'est aussi beaucoup de métiers qui vivent autour de la voiture. Donc, arrêtons, je pense, à un moment donné, d'aller tout le temps contre les gens qui ont une voiture. Quand on a interdit les vieilles voitures, ces voitures sont encore aujourd'hui en fonctionnement en Afrique. Donc, c'est aussi quelque chose d'antisocial qu'il y a derrière tout ça. On veut la voiture électrique, mais on sait très bien que seule une partie de la population pourra atteindre la voiture électrique. Et donc, je pense qu'il y a aussi là des enjeux qui sont fondamentaux. Et donc, concrètement, sur Saint-Josse, il n'y a pas de maille apaisée en vue dans les médias ? Chez nous, à Saint-Josse, le mot d'ordre du bourgmestre et de l'ensemble du collège, c'est la fluidité. Donc, nous ne fermons pas les rues, nous ne mettrons pas de béton. Voilà qui est clair. Une réaction sur ce thème-là, ou est-ce qu'on enchaîne ? J'ai plein de choses à dire, mais je préfère que Sylvie l'ait. Moi, je n'ai pas d'expertise sur la mobilité, mais en tant que bruxelloise, je serais un peu plus nuancée. Je suis d'accord que ça a été imposé, que franchement, moi je vais à vélo et en voiture comme madame, donc je vois les deux. L'avantage pour le vélo, on est un peu plus sécurisé quand même, et les désavantages pour quand je dois prendre la voiture. Mais en même temps, je trouve quand même que le projet est un bon projet. Je crois que Bruxelles doit être dépolluée, il doit y avoir moins de voitures dans Bruxelles, ça j'en suis persuadée. C'est dangereux, ça pollue à tout niveau. Mais la manière, voilà. De nouveau, cette position de surplomb, nous savons ce qui est bon pour vous, Enfin, je veux dire, à un moment, ça va pas, quoi. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Et donc, la concertation, c'est quand même la base. Hein. Je veux dire, on ne fait pas de la politique en ayant la vérité infuse. On est des représentants de la population. Et c'est ça, je crois, qui pose problème aujourd'hui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, Sylvie. Et d'ailleurs, cher bourgmestre,
Parce que je considère que faire de la politique, c'est justement avoir des idées et les mettre en application. Il se fait que les personnes qui décident d'encourager à ce plan Good Move sont des personnes qui ont été élues, qui ont une place légitime, qui sont habilitées à décider de ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas ridicule, dérangeant et stupide de faire croire que tout ça est co-construit, que c'est de la démocratie directe, etc. Hein, je dis pas ça, mais je pense que la politique, c'est ça. C'est justement un peu, c'est vrai, d'aller de haut en bas. Et puis, juste un petit commentaire sur ce qu'est devenu Good Move. C'est devenu aujourd'hui un slogan, mais un slogan pour tout le monde, pour ceux qui sont pour et pour ceux qui sont contre. Ça veut dire qu'au niveau de la com, c'est génial. L'idée d'avoir appelé ça Good Move, c'est devenu maintenant ce qui concentre toute la colère et tout l'enthousiasme de tout le monde à Bruxelles et en dehors. Moi, je suis sûr que mes parents qui sont à Charleroi savent ce qu'est Good Move et qui pensent aujourd'hui que Bruxelles est une espèce d'émirat dont les voitures sont interdites. Hein. Alors que Good Move, c'est beaucoup plus large que les quartiers apaisés. C'est évidemment beaucoup plus large, c'est autre chose. Parfois, quand il y a des embouteillages sur le ring en Flandre, on dit c'est à cause de Good Move. C'est devenu une marque en soi. Et donc, point de vue de la communication politique, en tout cas, chapeau. Voilà. Une petite réaction rapide. Oui, une petite réaction. Je pense qu'ici, autour de la table, on est d'accord pour dire que le curseur devait être équilibré entre le tout à la voiture pendant des décennies à la mobilité douce. Ça, c'est vraiment... Et c'est le principe de Good Move. Mais comme vous l'avez dit, c'est une question aussi de méthode. Et c'est là que j'ai expliqué qu'il faut revoir sa copie. Il faut avoir une vision, il faut la porter, mais il faut aussi avoir le cœur à l'écoute des citoyens. On ne peut pas faire contre eux, on doit faire avec eux. Et je voudrais quand même dire aussi que là, on est fort concentré, Good Move, maintenant, on ne parle plus que des quartiers, des fils, des sens uniques, mais Good Move, bien se déplacer, c'est peut-être travailler sur la voiture salaire qui inonde tous les jours les Bruxellois des milliers et des milliers de voitures. C'est rendre les transports en commun attractifs. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté les tarifs à la SNCB au lieu de les diminuer. C'est accroître l'offre de nos arrêts de train et de nos gares dans Bruxelles. C'est toute une série de choses qui ne vont pas embêter les gens et qui ne vont pas les frustrer dans leur quartier, mais qui va vraiment diminuer, qui va permettre un shift modal et qui va vraiment diminuer la pression automobile et donc la qualité de l'air, qui va augmenter la qualité de l'air et diminuer la pression automobile dans nos quartiers. Alors, puisque vous êtes bien chauds tous les deux, on va enchaîner avec la rubrique « Ça m'énerve, ça me ravit ». Je vous propose 5 phrases qui font écho à l'actualité de la semaine et vous en choisissez chacun une. Alors, la première, c'est la visite de Volodymyr Zelensky à Bruxelles jeudi, le Palais du Midi qui voit le chantier du métro à l'arrêt en souterrain, la crispation sur l'évaluation des enseignants et l'évacuation en vue du squat de la rue des Palais, et puis ce débat sur suspendre ou pas les expulsions des Iraniens. Et Merkir, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous aimez? J'hésite. Je dirais le quatrième, évacuation en vue de la rue des Palais. Je trouve scandaleux l'attitude de l'autorité fédérale vis-à-vis des réfugiés. Je trouve qu'elle ne prend plus ses responsabilités depuis de longues années. Et toute ma solidarité avec la bourgmestre de Scarbeck, Cécile Jedon, qui doit faire face à une situation qui est absolument ingérable. Et je suis heureux qu'il y a déjà eu un dénouement cette semaine, mais vraiment, je dénonce l'attitude de l'État fédéral. Le bâtiment sera vidé mercredi prochain. Très bien. Claire Van de Vivereux, qu'est-ce que vous choisissez? La visite peut-être de Zelensky. Ça nous permet, on a parlé aujourd'hui évidemment des sinistrés de ce drame en Turquie et en Syrie, mais on a un drame à nos portes en Europe qui est celui de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc je trouve important de continuer à les soutenir. C'est aussi dans nos communes qu'on les soutient avec beaucoup de réfugiés. Et donc ça a créé beaucoup de discussions, mais voilà, et aussi on n'aurait pas dû le dire, et voilà, il y a eu toute la question de la sécurité, mais je trouve que le fait qu'il soit venu, au-delà des polémiques, il a d'abord été en Angleterre, etc., mais qu'il soit venu et qu'on soit à leur côté pour la démocratie en Ukraine, je trouve que, voilà, ça me ravit. Il y avait des chiffres qui sont sortis vendredi disant que Bruxelles a accueilli beaucoup plus d'Ukrainiens, de réfugiés que ce qui était prévu initialement dans la répartition, avec un surcoût. Est-ce que vous, dans vos communes, ça se gère facilement, Emir Kier? Oui, je pense que toutes les communes ont joué le jeu. L'école a joué un rôle fondamental, les administrations. Je pense que dans l'ensemble, ça se passe assez bien. Il y a eu parfois des remarques qui ont été faites par certains habitants par rapport à une attitude qui n'a pas été la même avec d'autres groupes de réfugiés, mais dans l'ensemble, je pense que ça se passe plutôt bien. Chez vous?
Je voudrais souligner la forte solidarité à la fois de nos fonctionnaires qui se sont donnés à fond, mais aussi des Gétois qui ont accueilli les Ukrainiens et aussi de notre CPS qui s'est vraiment mobilisé pour les accueillir. Ce que nous avons dit à la région, c'est qu'effectivement, Bruxelles et les communes, mais d'autres aussi, ont accepté et ont accueilli au-delà des proportions qui avaient été plus ou moins mis sur la table entre la région bruxelloise, flamande et wallonne. Et il y a eu encore une continuation de l'afflux. Donc nous, nous avons dit à un moment donné, écoutez, on est à plus de 700 à Gette, c'est une forte augmentation. Et donc on veut qu'il y ait une bonne intégration. Et pour ça, il faut des moyens. Et donc on est un petit peu sous pression. Mais à retenir vraiment, c'est cette solidarité que nous avons eue tant au niveau de la puissance publique que des Gettois et des Gettoises. On passe aux têtes d'affiche avec Émir Kir. Je vous propose 4 personnalités de la semaine et vous en choisissez une. La première est Paul Magnette pour son trait d'humour qui est mal passé en Flandre. Ensuite, Nawal Benamou qui annonce la création d'une prime de soutien aux locataires sociaux des logements qui ont un mauvais PEB. Dries Van Langenhove qui quitte son mandat de député. Et Lucen de Yakuza qui reçoit le Zinneke de bronze. Moi, je dirais Nawal Benamou. Je trouve que par rapport au PEB, sa mesure est une mesure positive qui peut permettre l'accompagnement. Je trouve que c'est une excellente mesure. Ça fait un peu crisper des dents parce qu'elle n'a pas consulté le gouvernement avant, disais-je. Oui, mais parfois, comme le disait Nicolas de Decker, parfois un homme ou une femme politique peut aussi prendre des mesures, ou en tout cas les annoncer et assumer des positions politiques, j'aime aussi. Claire Van de Vivere. Jean-Luc Cruc qui rejoint les engagés, Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur des Diables Rouges, Sophie Lavaux, qui est la directrice de Bruxelles et qui lance une réserve de citoyens pour les situations de crise, et puis Yassir Drif qui est ce jeune bruxellois à l'affiche du film Zodi et TU Frères du désert. Bienvenue à Jean-Luc Cruc, au sein des engagés. M'étonner. En quoi c'est un renfort important ? En quoi c'est un renfort important? Alors c'est une personne, mais une personne de talent, une personne de conviction qui rejoint les engagés qui se veulent un parti du centre avec des valeurs. Et donc, c'est vraiment ce que nous avons voulu avec les engagés. C'est le mouvement que nous ouvrons à toutes les personnes mandataires, mais à tous les citoyens qui souhaitent vraiment s'engager dans une société, non pas en opposant les uns et les autres, mais en tâchant de travailler ensemble et avec cette petite particularité de la nuance qui, de nos jours, est compliquée, mais sans une nuance et en travaillant que dans les extrêmes, on ne va jamais arriver à une société apaisée. Nicolas de Decker, quel regard vous posez sur ce changement? D'abord, j'ai le BIC, j'étais à la conférence de presse avant-hier jeudi, donc ça ne veut pas dire que c'est un soutien. J'ai plutôt des questions à poser, donc je ne veux pas qu'on passe des heures là-dessus, mais est-ce que vous êtes favorable à ce que des filles se joignent à la danse, par exemple? Est-ce que vous avez été déçu d'entendre le discours de François de Smet qui semblait fermer la porte à cette possibilité? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui unissent et qui rassemblent des filles et les engagés que de soucis et de nuances qui, me semble-t-il, pourraient être remontés, donc surmontés. Voilà, à ce stade, on prend acte, on verra la suite. On est dans un paysage politique avec énormément de partis et donc je pense qu'ensemble, on sera plus fort. Et on passe à la suppression progressive de l'élargissement du tarif social pour l'énergie. Cela suscite la crainte dans les CPS. Nous sommes allés voir à Scarbeck ce qui se passait. C'est un reportage de Maëlle Arnaud-Dussen, Nicolas Kennart et Hugo Moriamé. Iris est assistante sociale au service énergie du CPS de Scarbeck. Depuis le début de la crise énergétique, les 12 employés de cette section sont constamment sous pression. Avec la suppression du tarif social élargi, elle craint que ce soit encore pire. On va devoir se serrer les coudes entre nous pour pouvoir traiter les demandes comme il faut parce qu'on essaye aussi d'avoir une qualité de travail. Les bénéficiaires de ce tarif perdront petit à petit leurs avantages. En fin d'année, la mesure ne sera tout simplement plus d'application. Une partie des ayants droit risque donc de se rabattre sur le CPAS. Sans le tarif social, il faut savoir que c'est de l'ordre de 40 jusqu'à 40% du coût au moins. Donc c'est-à-dire que les personnes devront payer 40% plus cher leur facture et donc c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ces personnes-là, fatalement, vont se retrouver en difficulté et ce qu'elles vont faire, c'est venir
nous trouver. Il faut savoir que nous avons déjà énormément de personnes qui nous accompagnent, donc ça ne va pas être évident. De son côté, Sophie Carton, la présidente du CPS, estime nécessaire de revoir la décision. La mesure manquerait d'ambition, d'autant plus que le tarif social élargi bénéficiait aussi à des travailleurs éprouvant des difficultés à payer leurs factures d'énergie. C'est aussi étonnant de voir que certaines personnes qui travaillent ne vont plus bénéficier de ce tarif social élargi, alors que certaines personnes qui ne travaillent pas vont continuer à en bénéficier, puisque ce ne sera plus une question de revenus, mais ce sera une question de statut. Et donc là, ça me pose question. Dans ce pays, on veut vraiment aider les gens qui ne travaillent pas, plutôt que d'encourager ceux qui travaillent. Selon le réseau belge de lutte contre la pauvreté, environ 400 000 familles sont concernées. Sophie Losberg, une mauvaise nouvelle, ça, hein? C'est une mauvaise nouvelle pour les femmes et pour les travailleurs. Voilà, pour les travailleurs à bas revenus qui sont exclus finalement d'une mesure qui peut bénéficier à d'autres qui, eux, restent dans la nasse. Donc il y a aussi de nouveau là, je trouve, peut-être involontairement, mais une invisibilisation des problèmes que rencontrent notamment les femmes chefs de famille monoparentales à bas revenus. Et on sait que c'est un énorme problème dans notre pays, et particulièrement à Bruxelles, où nous aurons des cohortes de femmes dans la rue, si ce n'est pas déjà le cas maintenant, et on n'en tient absolument pas compte. Donc c'est un peu énervant que ça fait des années qu'on le dit. Attention, chaque fois que vous faites une mesure, normalement les mesures doivent être genrées, elles doivent passer à travers un screening qui montre bien qu'il n'y a pas un impact négatif plus important sur les femmes. Voilà, là, c'est une xème fois le même scénario. Nicolas De Decker. Mais je suis assez d'accord avec Sylvie et je vais renchérir en portant la discussion sur une autre dimension que la dimension genrée et d'ailleurs sur un autre domaine. Mais ça dit beaucoup à quel point les personnes qui décident sont les personnes qui décident. Qui décide de ces mesures ? Comment on le décide ? C'est ce qu'on appelle un cairn, c'est-à-dire c'est le Premier ministre qui se réunit avec ses 7 vice-premiers ministres et qui se disputent pour savoir quand est-ce qu'on va réduire l'aide à qui. Et en réalité, quand c'est dans ces moments-là de négociation directe, on se retrouve toujours face à qui on est. Et vous savez que pour ce qui relève des aides en matière de facture énergétique, gaz, électricité, on a à Bruxelles un problème spécifique, tragique, qui est celui des chaudières partagées. Eh bien, les 8 personnes qui se sont réunies pour décider qu'on aiderait de 100, 200, parfois après 300 € à la facture d'électricité ou de gaz, voire de pellet et voire de mazout, ces 8 personnes, il n'y en a aucune qui est bruxelloise. Aucun des membres du cairn n'est bruxellois. Et donc, cette question-là, que n'importe quel bruxellois aurait spontanément porté sur la table, aucun de ces 8-là, et ce n'est pas une question de mauvaise volonté, tu as dit involontairement, c'est inconscient, mais quand la représentativité dans un cénacle, dans un cercle décisionnel n'est pas assurée, on a toujours des gens qui se font avoir. Les femmes, au Cairn, ils sont moins nombreux, les femmes sont moins nombreuses, ici les Bruxellois aussi. Émir Kir, votre regard de député fédéral sur cette question? Mais je rejoins ce qui a été dit. Je pense que trop souvent les mesures qui sont pensées me font penser au piège à l'emploi, c'est-à-dire que ceux qui finalement travaillent dans la classe moyenne perdent des avantages. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de justice sociale. Je pense que les gens qui sont en difficulté doivent avoir une aide. Mais dans des moments de crise comme ceux-là, je crois que la petite classe moyenne rencontre des difficultés. Dans ma commune, d'ailleurs, on va donner des chèques aux habitants de 25 €. Et on les donne pour la classe moyenne, mais aussi pour la classe populaire. On ne fait aucune différence. Pourquoi ? Moi, ça fait 10 ans que je suis bourgmestre. Moi, je ne veux pas que les gens restent au chômage, restent au CPS. Ce n'est pas un projet de vie. Le plus beau projet de vie, c'est de pouvoir s'émanciper. Et l'émancipation passe par des revenus plus importants. Maintenir, conforter dans certaines situations, et je pense une erreur d'appréciation. Et je regrette que cette mesure aujourd'hui soit abandonnée. À terme, elle risque d'être abandonnée parce qu'elle n'aide plus une classe moyenne qui est de plus en plus en difficulté à Bruxelles, mais aussi en région, au niveau fédéral. Claire Van de Vivero, dans votre CPS, est-ce qu'on craint la retombée de cette mesure ? Oui, bien entendu. On constate que la précarité, et au CPS il le constate bien sûr comme ailleurs, que la précarité et la pauvreté augmentent. Il y a eu le Covid, il y a la crise énergétique. Et là, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Donc on maintient la TVA à 6% gaz, électricité, mais on augmente les accises et on va diminuer. Et à un moment donné, le tarif social élargi va disparaître. Et donc, ça a été bien expliqué, c'est important. Ce sont des centaines de milliers de personnes et de travailleurs à revenus
faibles qui, demain, n'auront plus ce tarif et qui risquent donc de tomber dans la précarité et d'arriver au CPS. Des CPS qui, maintenant, déjà à l'heure actuelle, sont sous pression. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ce climat anxiogène, laissez un petit peu souffler les gens. Voilà, eh bien, on va garder ça comme mot de la fin finalement de cette émission, qui est sur une problématique évidemment qui touche tout le monde. Je vous remercie à tous d'être venus sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans une semaine, à la même heure, au même endroit.